BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille Benoît Lombard pour Vitam. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Vous le savez, régulièrement, on aime vous proposer des petites fiches bien pratiques pour essayer de revenir sur quelques notions patrimoniales. Et aujourd'hui, Benoît, on va parler démembrement, c'est ça? De quoi il s'agit exactement quand on parle de ce fameux démembrement? Démembrement de propriété, en réalité, c'est la distinction, l'éclatement, si je puis dire, de la propriété en trois attributs. Deux qui sont réunis dans l'usufruit et un dans la nue propriété. L'usufruit, c'est quoi? C'est la faculté d'user d'un bien ou d'en tirer des revenus. Donc, et la nue propriété, c'est le droit, in fine, de pouvoir, comme dit le Code civil, disposer de la chose, c'est-à-dire de la vendre. Voilà donc pour le cadre juridique. Si on revient sur l'usufruit d'un bien, ça peut être effectivement un bien immobilier, mais pas que. C'est une notion que l'on peut appliquer à de multiples actifs, tous les actifs patrimoniaux, voilà. Tous les actifs qui composent un patrimoine et qu'on peut retrouver à l'ouverture d'une succession. Je dois dire et rappeler qu'on retrouve bien souvent l'usufruit au jour du décès de l'un des époux, et son conjoint a aujourd'hui ce qu'on appelle l'usufruit légal du conjoint survivant, c'est-à-dire la faculté de pouvoir utiliser et tirer des revenus des actifs qui étaient inscrits à l'actif de la succession de son époux. Et ces actifs, ils sont de deux grandes catégories, comme on le sait, ou des actifs immobiliers, ou des actifs mobiliers. Et là, on va voir que ça se complique un peu. Alors justement, si on rentre dans le détail, alors on commence par quoi? Par les valeurs mobilières? Oui, les valeurs mobilières, on va peut-être faire un focus un peu plus large sur les valeurs mobilières, car l'usufruitier, celui qui a un portefeuille de valeurs mobilières, a le droit d'en tirer des revenus, mais quid de la cession des titres? Alors vous héritez d'un portefeuille donc de titres, des actions, dont on connaît la fluctuation et les vicissitudes des marchés, surtout actuellement, et le gérant de portefeuille va dire, écoutez madame, usufruitière, veuve, c'est souvent le cas malheureusement, donc vous devez vendre les titres. Alors si on vend le titre, qu'est-ce que nous dit le Code civil? L'article 621, dans la rédaction de la loi de 2006, nous dit que lorsqu'on vend un titre, eh bien, il y a ventilation du prix. On éclate le prix et on répartit le prix de vente de l'actif, mettons qu'il vaille 100, cette valeur, cette mobilière, entre l'usufruitier et le nu propriétaire, en appliquant un barème de l'article 669 du Code général des impôts qui dit que, eh bien, l'usufruit est une fraction de la valeur en pleine propriété. Je vais vous la faire simple. Pour quelqu'un qui aurait 70 ans, un usufruitier qui aurait 72 ans, allez, prenons cet exemple, eh bien, son usufruit vaut 30%. Donc, je vends ma valeur 100, eh ben, l'usufruit, il a 30, et puis le propriétaire 70. Et là, ils sont pas contents parce que l'usufruitier voulait, lui, gérer son actif et avoir la faculté, eh bien, de pouvoir tirer des revenus, des dividendes, des coupons d'obligations de ce portefeuille de valeurs mobilières. Bien sûr. Et là, on voit une difficulté. Alors, il n'a plus que 30% de la valeur de l'action. Il n'a plus que 30% de la valeur de l'action, et puis le propriétaire, c'est bien sympa, mais moi, 70%, je voulais laisser ça à ma pauvre mère, qui en a besoin pour vivre, et ça ne m'intéresse pas. La jurisprudence est intervenue, et tous les acteurs de la gestion privée connaissent le fameux arrêt Bellet. Alors c'est quoi? C'est un arrêt de novembre 98, ça date un petit peu, donc de la Cour de cassation, qui nous dit que, en réalité, dans ce cas-là, on va faire une dérogation et on va considérer que le gérant qui gère pour le compte de l'usufruitier et du non-propriétaire, eh bien, gère l'universalité des actifs démembrés. Et de ce fait, lorsqu'on vend un actif, eh bien, on peut racheter avec le produit de la cession, puisqu'à un instant de raison, il y a on casse le démembrement. Donc on peut faire des ventes achats ou des achats-ventes, enfin, pour parler clairement, oui, on peut le faire. Et là, on a une deuxième difficulté. C'est que si on fait des achats-ventes, on se retrouve avec une fiscalité qui ne correspond pas à la réalité économique, si je puis dire, de l'opération. Laquelle est-elle? L'usufruitier reçoit les revenus et, partant, il paye l'impôt sur les coupons ou les dividendes qu'il perçoit à l'occasion de la distribution. Et puis, le gérant vend le titre, comme on a vu, il peut le faire depuis l'arrêt Bellet, Université du Bien, les actions A pour acheter les actions B. Et là, la plus-value, elle est taxable entre les mains du nu propriétaire. Voilà ce que nous dit la doctrine fiscale. Alors, on voit qu'on conserve la substance du bien, donc ce qui est en réalité l'imposition, l'obligation qui est faite à l'usufruitier, il garde la substance du bien, puisqu'on a toujours un portefeuille, et pour autant, la cession de l'actif déclenche l'impôt qui frappe les mains du propriétaire qui n'a pas perçu un centime. Bon, tout ça, c'est pendant la vie de l'usufruit. Voilà. Ça, c'est pendant la vie de l'usufruit. Donc, il est possible de déroger à ça. Je rappelle quand même sur deux aspects. Si les actifs démembrés proviennent d'une succession, eh bien, l'usufruitier et le nu propriétaire peuvent s'accorder pour que l'imposition de la plus-value frappe
soit taxé entre les mains de l'usufruitier, et ce, de manière, avec une mention expresse, et irrévocable. Donc là, il faut une convention. Deuxième option, on ventile le prix, on a vu que c'était pas intéressant. Troisième, le quasi-usufruit. Là, on en parlera. C'est quoi un quasi-usufruit? Un quasi-usufruit, c'est l'article 587 du Code civil, c'est très simple. Un tout petit peu d'histoire, c'est marrant. Donc, au début du XIXe siècle, on avait une économie qui était plutôt rurale. Alors, la veuve usufruitière avait des grains dans la grange. Et on se dit, les usufruitières, mais si elle mange le grain, puisque ça ne produit pas de revenus, qu'est-ce qu'elle restituera au nu propriétaire? Ouais. Eh ben, elle restituera la même valeur. Les choses qui sont consomptibles par le premier usage doivent être restituées au nu propriétaire. En réalité, si vous avez un actif de 100, vous devez restituer, et que vous le mangez, parce que cet actif n'est pas frugifère, vous devez restituer ce 100 au nu propriétaire au jour de votre décès. C'est une créance qu'on inscrit à l'actif de la succession. Et donc, par exemple, pour reprendre le cas de la fermière, sur la valeur de la grange... Elle mange le grain, donc elle mange le blé, elle doit restituer la même valeur. Si on ne peut pas restituer la même chose, elle restitue en valeur. Donc, c'est-à-dire que la créance peut s'imputer sur la ferme qu'elle a gardée. Et donc, on en vient de fait à minorer les droits de succession par ce biais-là. On éteint les usufruits, c'est ça. Donc on éteint. À la fin, un jour ça se termine. Ouais, ça se termine. Et ça se termine quand malheureusement, au jour du décès, de l'exemple de ma veuve usufruitière, l'usufruit rejoint la nue propriété sans impôt. C'est très important. Donc, car l'extinction naturelle de l'usufruit fait que le nu propriétaire n'est pas taxable au jour de cette réunion. Or, comme l'usufruitier, depuis la loi TEPA de 2007, donc n'est pas taxable en tant que tel sur la valeur de l'usufruit, puisqu'il l'a reçu par hypothèse, par décès, eh bien on voit que la réfaction de la valeur de l'usufruit n'est jamais taxable entre les mains de l'usufruitier, d'une part au jour du décès et de la constitution de l'usufruit, et du nu propriétaire. Et là, il a la pleine propriété, il a les attributs totaux de la propriété, usus, fructus et abusus. D'où l'intérêt parfois en gestion patrimoniale d'utiliser ce démembrement, par exemple dans de l'investissement immobilier, immobilier, etc. Exactement. Et on voit que l'usufruit peut se créer de manière légale, mais il peut se créer aussi de manière conventionnelle. Et c'est quoi la convention? C'est une donation. Et lorsque, bien souvent... On peut même faire un usufruit temporaire, c'est ça? On peut même faire un usufruit temporaire. Il peut être construit pour une durée qui est limitée. Pourquoi on fait des usufruits temporaires? Parce qu'en réalité, l'ISF est dû par l'usufruitier, puisque la faculté contributive du paiement de l'impôt est octroyée à l'usufruitier qui perçoit les revenus. Juste une chose, arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale récent, là, du mois de mai dernier, nous dit que s'il y a un cas d'usufruit, l'exemple de ma veuve, donc alors maintenant c'est plus des grains de blé, mais c'est des actifs frugifères, par exemple, des actifs immobiliers ou des actifs surtout financiers, des portefeuilles de valeur mobilière, eh bien, il a une créance. Cette créance qu'a le nu propriétaire peut s'inscrire au passif de l'ISF de l'usufruitier. Attention tout de même, car aujourd'hui on est en plein commentaire d'arrêt, la doctrine fiscale ne nous dit pas ça, l'administration fiscale ne l'accepte pas. Et si jamais on devait faire cette opération, il faudrait quand même se méfier, parce que ça voudrait dire que si jamais c'est déductible chez l'usufruitier, c'est peut-être taxable chez le nu propriétaire. Et lui, il n'a plus du tout d'argent pour payer l'impôt. Bon, donc il faut toujours faire attention en manipulant la doctrine juridique. Merci beaucoup pour cet éclairage donc sur le démembrement, la nue propriété, l'usufruit, signé Benoît Lombard. À très bientôt, Benoît. À bientôt.